L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, salam alaikum, c'est Radio M et c'est l'entretien. Nous sommes au Salon international du livre d'Alger, au Palais des Expositions, et nous avons le plaisir d'accueillir un jeune auteur. Il n'a que 22 ans, il est déjà à son 3e roman. Il s'appelle Mohamed Abdallah. Bonsoir Mohamed. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Mohamed Abdallah est de formation mathématique et il écrit de la littérature. Il adore l'histoire et également l'écriture romanesque. C'est son 3e roman. Le premier était Entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une seule page. Et le deuxième, Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam. Son 3e roman, c'est Aux portes de Sirta. Aux portes de Sirta, comme le souligne l'éditeur, Casbah Édition à Alger. Aux portes de Sirta est un voyage aux origines de l'Algérie, un pays dont la réalité historique et le passé antique furent trop souvent méconnus ou négligés. Donc, c'est un roman historique, une histoire romancée. Tout à fait. Autant les 2 premiers romans pouvaient avoir des titres de romans historiques sans nécessairement en être, autant là c'est vraiment un roman historique qui s'assume. Cette fois-ci je prends des personnages majeurs qui ont façonné l'histoire et je suis leur parcours en imaginant des événements qui ne sont pas nécessairement réels, mais en respectant la chronologie historique et les événements tels qu'ils se sont passés. Et Mohamed Abdallah, vous avez choisi quelle personnalité ? La personnalité centrale du roman, c'est Massinissa. Massinissa, oui. Oui, c'est celui dont on suit le parcours depuis le moment où il est un prince cherchant à mettre un terme à la lutte de succession après la mort de son père, Gaïa, jusqu'au moment où il devient le souverain absolu de la Numidie, où on voit comment est-ce qu'il va régner sur la Numidie, gouverner cette contrée et contribuer à sa prospérité. Et pourquoi justement le choix de Massinissa ? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette personnalité historique ? Eh bien, je pense que c'est un personnage profondément sympathique et parce qu'il est profondément humain. Malgré l'immensité de son œuvre, qui est quand même l'unification de la Numidie pendant un demi-siècle, ce qui était très important, il reste quelqu'un qui a quand même eu d'immenses difficultés. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, son père ne lui avait légué qu'un petit royaume en Numidie orientale. Il en fut chassé. Il est resté pendant des années aux confins du désert. On ne sait pas exactement où il était. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que j'ai laissé mon imagination peut-être le plus s'exprimer, puisque c'est une période assez vierge historiquement. Il n'y a pas beaucoup d'écrits. On ne sait pas exactement ce qu'il faisait, ni même où il était à ce moment-là. Donc je me suis permis de rajouter des événements sortis de mon imagination. C'est un peu ce qu'on appelle l'histoire romancée. Exactement. C'est dans cette optique-là que j'étais lorsque j'écrivais ces parties-là du roman. Et enfin, après toutes ces difficultés, il a pu trouver les ressources pour faire un retour en force et s'emparer du trône et devenir le souverain absolu de la Numidie. Oui, mais justement, parce que Massinissa, vous avez évoqué les écrits, vous êtes sûrement basé sur des sources documentaires, parce que quand on fait le roman historique, on plonge dans l'histoire, surtout cette histoire lointaine. Oui, parce tout que à fait. C'est pratiquement l'Antiquité. Vous êtes appuyé, vous avez trouvé des documents, des écrits pour justement alimenter votre roman. Tout à fait. Je me suis intéressé aux ouvrages, par exemple, de ceux de Gabriel Camp sur la Berbérie antique. Il y avait des colloques qui s'étaient tenus à Alger à propos de Sifax et de Massinissa et dont les transcriptions avaient été publiées. Et je me suis servi de ces sources, entre autres, pour avoir un matériau historique de qualité et pour éviter d'avoir des anachronismes ou trop de soucis quant au respect des faits historiques. Et c'est quelque chose de très difficile parce que très compliqué aussi parce parce que mes précédents romans parlaient de l'Algérie des années 60, 70, 80. Contemporaine. Voilà, c'est une période où on peut trouver plein d'enregistrements, des vidéos, des enregistrements radio. On peut parler à des gens qui ont vécu directement cette période. C'est assez facile de recréer cet univers. Alors que la Numidie antique, il faut vraiment faire l'effort de se plonger dans des publications académiques
académique, de faire un effort aussi d'imagination pour essayer de voir comment c'était à cette époque-là. Absolument, parce que côté algérien, on n'a pas beaucoup écrit. Comment vous expliquez justement qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur l'Antiquité, même sur le Moyen-Âge algérien, on trouve rarement des écrits, soit en arabe, soit en français, qui s'intéressent à cette période. Et parfois, on est obligé de suivre ce qu'ont écrit les autres sur nous, avec parfois des contre-vérités aussi. Oui, je ne saurais donner une explication sur l'origine de ce phénomène, mais c'est un fait qu'il y a une certaine carence dans le traitement de ces parties-là de l'histoire algérienne, et il est important de se rendre compte que l'histoire de l'Algérie ne remonte pas à la guerre de libération nationale, ne remonte pas à la colonisation, ne remonte même pas à la période ottomane, mais remonte bien plus loin. Dans le temps, oui. Exactement. Là, on parle d'une période où la Numidie antique était contemporaine de Carthage et de Rome. Et ce qui est intéressant... Alors qu'on parle plus de Rome, pardon Abdallah, on parle plus de Rome et de Carthage que de la Numidie. Oui, ce qui à mon sens n'est pas justifié. Parce que déjà, nous sommes algériens et s'intéresser à l'histoire commence par s'intéresser à notre histoire, mais même d'un point de vue objectif, la Numidie était une puissance majeure du bassin méditerranéen. Ce n'est pas un hasard si, à la mort de Massinissa, les Romains ont tout fait pour diviser son royaume entre ses fils, pour qu'il n'y ait pas de succession unifiée. Ça indique bien qu'il y avait une certaine crainte chez les Romains de la puissance numide. Oui, déjà depuis les temps anciens. Est-ce qu'il y a quelques révélations dans ce roman? Parce que souvent, dans le roman historique, on tend à dire ce que l'histoire n'a pas dit, parce que parfois certains appellent l'histoire officielle. Oui, je ne pense pas avoir fait de révélation fondamentale. Vous n'avez pas cherché des révélations. J'ai peut-être revisité la tragédie de Sophonie à ma manière, et nombreux sont les écrivains qui l'ont revisité à leur manière, certains vraiment en prenant d'énormes libertés avec la réalité historique. Je pense par exemple à Voltaire qui, dans sa pièce sur Sophonibe, fait mourir Massinissa. Il le fait se suicider, alors que historiquement, Massinissa a régné un demi-siècle après ces événements-là. Donc, certains des écrivains prennent des libertés immenses. J'en ai pris quelques-unes, mais j'ai voulu rester assez conforme à la réalité historique. Justement, parce que c'est la difficulté de l'écriture romanesque en matière d'histoire, c'est comment trouver l'équilibre entre romancer une histoire, c'est-à-dire le côté fictionnel, le côté qui est imaginaire, et rester fidèle à l'histoire. Parce que la littérature, peut-être comme le cinéma, ne réécrit pas l'histoire, mais permet aussi de dire des choses ce que l'histoire ne dit pas. Tout à fait. Et ce que j'ai essayé de faire avec ce roman, c'est de trouver ce juste équilibre dont vous parlez entre d'écrire l'histoire et en même temps ne pas en faire un ouvrage académique, déjà parce que je n'ai pas les prétentions d'en faire un. Je ne suis pas historien ni anthropologue, je n'ai pas les compétences pour le faire. Je suis passionné d'histoire et de littérature et j'ai voulu mêler ces deux passions dans cet ouvrage-là, et je pense que c'est peut-être une porte d'entrée plus accessible dans l'histoire, parce que on est avec toutes les pressions qui existent dans notre société, les gens n'ont peut-être pas forcément, à part les spécialistes, n'ont pas tous le temps de se plonger dans des ouvrages académiques très pointus, avec une description méticuleuse de chaque détail de la Numidie antique. Ce que j'ai voulu faire, c'est d'offrir un récit qui se passerait dans la Numidie antique et qui pourrait inscrire l'histoire de la Numidie antique dans l'imaginaire collectif. Collectif, absolument, parce qu'on parle beaucoup de Numidie sans savoir parfois le contexte historique. Est-ce que le contexte historique, politique, même géopolitique, on peut déjà utiliser ce terme déjà. Est-ce qu'il est présent dans votre roman? Parce qu'il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup d'intérêts, il y avait beaucoup de volonté, de puissance, j'allais dire régionale, qui voulait aussi aller vers les occupations de la terre, des terres, etc. Est-ce que ce contexte est présent dans votre roman? C'est un contexte très important qui a une présence éminente dans mon roman, parce que c'était une époque où l'importance du bassin méditerranéen devenait vraiment vitale, parce que l'amélioration, notamment dans les navires, permettait des communications plus rapides à travers la Méditerranée. Et avoir accès aux côtes méditerranéennes, c'était quelque chose de très important, et il y avait les prémices de l'apparition d'un véritable monde méditerranéen qui après sera concrétisé sous l'hégémonie romaine. Mais déjà à cette époque, on sent l'émergence d'un nouveau monde, et dans ce nouveau monde, la Numidie tient une place
centrale. C'est aussi ce que j'ai voulu montrer avec ce roman. Et Sirta dans son roman? Sirta, c'est la capitale de la Numidie. C'est le symbole de pouvoir des rois numides. Parce qu'il y a des spéculations sur le fait que le père de Massinissa, Gaïa, était à la base un souverain qui gouvernait depuis Sirta, qui était le berceau de la puissance massile. Et qu'il en aurait été chassé par Syphax, s'établissant ainsi à Tuga, où Massinissa aurait pris le pouvoir d'abord en tant que prince massile, avant d'en être chassé à son tour par Syphax. Et quand il reprend le pouvoir, il le reprend et il s'affirme vraiment en reprenant Sirta. Donc Sirta était vraiment le symbole absolu de gloire ou de déchéance pour les rois numides qui s'affrontaient à cette époque-là. Oui, Sirta, qui est l'actuelle Constantine, était aussi au centre de beaucoup d'intrigues à la fin de la présence ottomane. Vous savez que c'était la dernière ville qui est tombée avec Ahmed Bey. Mohamed Abdallah, on sent qu'il y a de l'intérêt pour l'histoire. On le sent, il y a beaucoup de passion. Merci. Vous êtes donc dans les maths, mais vous êtes venu à l'histoire par passion. D'où vient cet intérêt pour l'histoire? Que ce soit l'histoire moderne, contemporaine et même, j'allais dire, antique. Oui, je pense que c'est un contrepoids qui est utile dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Parce que il y a tendance à y avoir deux attitudes opposées vis-à-vis de l'histoire. Il y a d'un côté un passéisme absolu qui regarde sans arrêt vers l'histoire avec une béatitude complète et qui mène à la paralysie finalement lorsqu'on ne fait que ressasser les faits historiques sans aller plus loin. Mais il y a aussi un instantéisme qui a émergé, je pense, en réaction à ce passéisme. Oui. Et cet instantéisme tend à vouloir rompre toute continuité, à ne s'intéresser qu'à l'instant présent, à l'actualité la plus récente, et éventuellement au futur. Je pense que c'est aussi une attitude néfaste parce qu'on se prive de tout un lien de continuité. Je pense qu'il est toujours possible de maintenir le souvenir de périodes passées et de s'en servir à la fois pour laisser notre imaginaire s'évader, pour peut-être tirer des leçons tout en gardant les contextes. C'est très important de garder le contexte quand je parle très positivement de l'action de Massinissa. Je ne fais pas l'apologie de la monarchie absolue. Mais en gardant le contexte à l'esprit, il est tout à fait possible de tirer des leçons sur les moments que nous vivons. Même en s'intéressant à l'histoire. En s'intéressant à l'histoire, et vous-même, vous avez écrit entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une seule page. C'était votre premier roman. Tout à fait. Parlez-nous un peu de ce roman. C'était un roman qui commence à l'indépendance algérienne. En 1962. En 1962 et qui suit le parcours de jeunes Algériens qui ont 5-6 ans au moment de l'indépendance, qui vont croiser des coopérants français. Et il va y avoir des relations humaines qui vont s'établir, de fortes amitiés, parfois des rivalités. Et sur plusieurs décennies, j'ai essayé de suivre la manière dont ces relations allaient évoluer et comment les relations humaines pouvaient être impactées et pouvaient différer des relations entre les deux pays. Parce que les relations entre deux pays, ce sont avant tout les relations entre deux peuples. Et ces relations entre des peuples, ce sont des milliers, des millions de relations individuelles. Oui, justement, la relation algéro-française est souvent marquée par des étapes aussi, parfois des polémiques, parfois des débats. Vous en pensez quoi de ces demandes, notamment du côté algérien, que la France présente ses excuses et aussi répare aussi les victimes, notamment ceux des essais nucléaires du sud algérien, et aussi reconnaître d'abord les crimes, s'excuser et réparer. Je pense que c'est tout à fait justifié compte tenu du passif absolument énorme qu'il y a entre les deux pays. Je pense que ces réclamations sont tout à fait justifiées parce que ce n'est pas s'enfoncer dans le passé que de réclamer que justice soit rendue. C'est, à mon avis, quelque chose de tout à fait naturel. Vous avez fait aussi, après ce premier roman, entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une seule page. Une seule page, c'est une seule page qui est parfois lue de travers, qui est parfois lue à l'envers. C'est la citation de feu président Walid Boumedienne. Oui, parce que parfois certains veulent tourner la page sans la déchirer, d'autres veulent tourner la page en la déchirant. Oui, en fait, c'était une manière pour moi de montrer la continuité dans l'histoire. On en revient à cette question-là parce qu'on entend souvent les gens parler de tourner la page. Alors c'est souvent dans des discours
qui ont parfois de bonnes intentions, mais c'est souvent juste le prélude à une aseptisation des relations entre l'Algérie et la France, ce qui est, à mon avis, pas la bonne solution, parce qu'on ne peut pas effacer un tel passé, il faut vivre avec, construire avec, mais on ne peut pas l'oublier et décider que ça y est, ça n'existe plus. Oui. Et il n'y a qu'à voir le nombre d'occasions où la mémoire entre les pays européens est célébrée, y compris la mémoire des guerres, des excuses pour les atrocités commises par tel ou tel pays. Je ne pense pas que ça doit être exclusif aux Européens. Je pense que c'est quelque chose qui doit être généralisé aux relations entre tous les pays. Absolument, d'autant plus qu'on reconnaisse certains génocides et pas d'autres. Génocide arménien notamment, pour les Ottomans et pas d'autres, notamment en Afrique. Absolument. Qu'en Namibie, en Algérie oui. Et ailleurs. Voilà, il semblerait que certains génocides ne méritent pas autant d'attention et en tout cas ne méritent pas autant d'attention de la part de certaines personnes et à mon sens c'est très dommageable. Justement, vous avez suivi votre premier roman Entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une seule page qui est paru en 2017, c'est ça? Oui, tout à fait. 2018, vous revenez avec Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam. Oui. Quelle est la trame de ce roman? Alors, c'est un roman qui suit le combat des femmes en Algérie. À la fois le combat des femmes dans la guerre de libération nationale, mais surtout après l'indépendance pour se trouver une place dans l'Algérie des années 60, 70, 80. Et ce que j'ai voulu montrer en me focalisant sur cette période où l'islamisme nouvelle génération n'avait pas encore pris autant d'importance dans la scène algérienne, c'est de montrer que les réflexes machistes qui peuvent exister dans une société, pas uniquement la nôtre, ça existe dans plein de sociétés, que ces réflexes machistes sont profondément ancrés dans les mentalités qui ne sont pas religieux ou sacrés. Ouais. Ils se parent d'habits sacrés pour gagner en légitimité, parce que bien sûr, ça permet toujours de mieux faire passer tel ou tel décret, mais ils sont en réalité très humains. Ce n'est pas une justice divine, c'est une injustice humaine contre laquelle mes personnages, dans Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam, qui sont essentiellement des femmes, essayent de se battre pour trouver leur place dans la société algérienne. Justement, cette passion pour la littérature, vous venez des maths, vous avez 22 ans, grand intérêt pour la littérature, grande passion avec l'histoire. On oui. L'aura bien compris à travers les trames de vos 3 premiers romans. D'où vient justement cette passion pour l'histoire? Je pense que... plutôt pour la littérature, je voulais parler de littérature. Je pense que c'est simplement le fait d'avoir été exposé assez tôt à toutes sortes de littérature. Dans la famille, au sein de la famille. Oui, tout à fait. Ça pouvait aller de Kipling à Assia Jabbar, de Mohammed Dib, qui est peut-être le romancier qui m'a le plus influencé, à Mouloud Mamri, Mouloud Faraoun. Ce sont ce genre d'écrivains qui m'ont vraiment accompagné dans mon épanouissement littéraire dans mes jeunes années. Et pourquoi Mohammed Dib? Qu'est-ce qui vous a justement attiré dans son écriture, dans son style? C'est le fait que j'ai grandi à Tlemcen oui. Et que Mohammed Dib est profondément enraciné dans sa terre. Tlemcen, ouais. Et quand il décrit la vie tlemcenienne, même s'il décrit Tlemcen d'il y a plusieurs décennies, ouais. J'ai vraiment l'impression de ressentir les parfums et les mélodies de mon enfance. Ouais. J'ai l'impression, quand je lis un roman de Dib, mettons Un été africain, j'ai l'impression qu'il me fait découvrir ma propre maison. Ouais, c'est un sentiment assez particulier. Et Assia Jabbar? Assia Jabbar, j'ai beaucoup aimé dans sa plume comment dirais-je, la douce lucidité qu'elle peut porter dans le regard qu'elle peut porter sur différentes thématiques. Oui. Par exemple, dans La disparition de la langue française, la manière dont elle regarde la société algérienne de son époque qu'elle décrit, ce n'est ni utopiste, ni désespéré. Et elle a un style que je trouve très, comment dirais-je, très chaleureux. Très chaleureux. Et en même temps qui est d'une lucidité poignante. Et pour par exemple les Rachid Boujedra, Rachid Mimouni... Ce sont aussi des influences. Je me suis plongé dans la littérature algérienne, qui est la littérature de mon pays, et je me sens profondément ancré dans cette littérature. En dehors des auteurs algériens, peut-être que celui qui m'a le plus influencé, ça serait Amin Maalouf. Ouais, Amin Maalouf, ouais.
dont l'approche du roman historique est particulièrement intéressante et particulièrement fascinante. Absolument, notamment Léo l'Africain et les autres. Et le choix de la langue française, c'est fait dès le début? En fait, il se trouve que je suis né en France avant de retourner en Algérie et que ça a été la première langue avec laquelle je m'exprimais. Oui. J'espère un jour avoir les capacités pour m'exprimer littérairement dans plusieurs langues, parce que s'exprimer dans une langue pour demander son chemin ou aller à la boulangerie, ce n'est pas la même chose que s'exprimer littérairement dans une langue, évidemment. Absolument, c'est pas la même chose. J'espère avoir plusieurs langues à ma palette littéraire. Justement, Mohamed Abdallah, vous êtes dans les mathématiques. Les mathématiques vous limitent dans des fonctions, dans des calculs, dans l'arithmétique, dans la logique, dans les chiffres, dans les nombres. Et la littérature vous ouvre toutes les voies du monde. Comment justement concilier entre ce monde très précis, très cartésien, très clair, et la littérature qui peut vous mener là où vous voulez, comme vous voulez. Mais vous savez, les mathématiques sont à la racine de plusieurs disciplines très diverses. C'est vrai. C'était la mère des sciences à l'époque. Voilà, elle a aussi des relations très fortes avec la philosophie. La philosophie, absolument. La logique. Oui, tout à fait. Gottlob Frege, qui est un très grand philosophe et logicien, a dit que tout bon mathématicien est au moins à moitié philosophe et tout bon philosophe est au moins à moitié mathématicien. Donc les deux sont très liés. Les mathématiques sont évidemment à la racine de l'informatique et de nombreuses autres sciences. Mais c'est vrai que ça peut paraître assez divorcé de la littérature. Sauf qu'il y a un aspect par lequel les mathématiques peuvent se joindre à la littérature, c'est dans l'aspect d'organisation mentale. Parce que surtout quand on est un écrivain de mon âge, on peut avoir tendance à se lancer dans l'écriture, à s'emmêler dans ses propres mots. À créer des personnages juste parce qu'ils nous sont sympathiques, à leur inventer des arcs narratifs et après à les raccrocher tant bien que mal à l'histoire principale. Pour éviter cet écueil, il est bon d'avoir une vision d'ensemble, à partir de laquelle on établit un plan qu'on va essayer de suivre, plus ou moins respecté, mais au moins de savoir où on va. Et de ce point de vue-là, écrire un roman, ça peut être facilité par le fait d'avoir une bonne vision des choses, une bonne structure facilitée par les mathématiques. Donc vous êtes arrivé à trouver l'équilibre entre les deux mondes. Oui, ça permet lorsqu'on s'est un peu fatigué par les mathématiques de basculer sur la littérature et je ne trouve plus d'inspiration littéraire, de revenir vers les mathématiques. Pratiquement le jardin et la cour, j'allais dire. Exactement. Le jardin et la cour. Votre prochain roman, peut-être vous avez déjà pensé sûrement à votre prochain roman, parce que vous êtes sur la lancée d'un roman par année. Oui, j'ai plusieurs chantiers littéraires qui sont ouverts en permanence. Et en l'occurrence, le roman qui est le plus avancé, ce sera la suite d'Aux portes de Cirta. Ça sera un roman qui, je pense, va tracer le parcours de Jugurtha, qui va le suivre en tout cas. Va le suivre justement. Vous avez parlé des auteurs connus, des auteurs un peu de la littérature, j'allais dire, classique algérienne. Oui. La littérature algérienne qui se fait aujourd'hui, qui est éditée aujourd'hui, que ce soit en arabe et en français. Oui. Vous avez sûrement une idée, vous en pensez quoi ? Je pense qu'elle est riche et diverse. Si je devais citer l'auteur qui me plaît le plus sur la scène littéraire algérienne actuellement, ce serait Riyad Hadir, dont le roman Pupille aux éditions de la NEP. C'était son premier roman. Oui, c'est un roman de science-fiction qui est absolument fascinant et une sorte d'anticipation de ce que serait société nord-africaine d'ici quelques décennies. Et c'est vraiment un roman que je vous encourage et que j'encourage tout le monde à lire. Et Riyad Hadir a vraiment une plume extraordinaire. Particulière, effectivement. En attendant que Riyad peut-être nous produira un deuxième roman. Mohamed Abdallah, merci. Merci à vous. Merci d'être venu, d'avoir parlé aussi avec beaucoup de patience sur ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire la littérature, les mathématiques et l'histoire. Vous avez réussi donc à les lier les trois. Merci. Votre dernier roman, Aux portes de Cirta, c'est paru aux éditions Casbah. Donc c'est un roman sur Massine Essaoui, sur son époque, sur ce qui s'est passé. Beaucoup d'histoires et un peu de romans et beaucoup d'histoires romancées. Mohamed Abdallah, merci. Merci à vous. Merci infiniment. Je rappelle que vous avez 22 ans et que vous êtes déjà votre troisième roman. Bravo et continuez sur la lancée. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis sur Radio M, l'entretien. On se retrouvera très bientôt. Au revoir. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.
L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, les ou des azalekum.